Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très ravi comme d'habitude de vous retrouver par ces temps très ensoleillés pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Je m'excuse d'ores et déjà pour l'attente. C'est vrai que d'habitude le Brand Podcast sort tous les lundis à 8h, mais là le dernier épisode date de mars. Donc on a fait une petite pause, ce qui est normal puisque j'avais mes partiels. Donc je comprends que je fais mes partiels, je ne peux pas en être trouver des épisodes, mais aujourd'hui je vais me rattraper puisqu'on a un très bel épisode en perspective. Pour toutes les personnes qui ne connaîtraient pas, le Brand Podcast, c'est une émission qui a pour but de vous mettre en contact avec les meilleurs experts du marketing de notre génération afin que vous puissiez développer votre potentiel humain et business grâce à leurs histoires. Sans plus tarder, Caroline, je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup, Eddy, de nous recevoir. Je suis honorée de te permettre de reprendre en fait mon rythme de podcast. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Verdugo et je m'occupe du marketing international, c'est-à-dire le monde sauf les US, chez Jelly Smack, qui est une licorne de la Global Creator Economy. Ok, ça marche. Bon bah écoute, aujourd'hui comme d'habitude, on va parcourir ton parcours justement pendant une trentaine de minutes et ensuite on va s'attarder plus sur le marketing et sur votre stratégie chez Jelly Smack. Pour commencer le podcast, j'aimerais bien dire que quand même ce podcast c'est un podcast de marketeur. Donc moi je vais te raconter une histoire, chose que je ne fais que très rarement. Cette histoire, c'est l'histoire d'une femme diplômée en 2001 de Kedge Business School avec mention qui rentre comme conseillère de patrimoine et qui y restera pour 11 ans et effectuera une partie de sa carrière en banque privée. Alors là du coup normalement t'as une interrogation puisque cette femme c'est pas toi. Mais elle a exactement le même nom et prénom que toi. Voilà, ça m'a fait assez rire en faisant l'épisode. Et je commence avec cette touche humoristique, parce que si on devait reprendre ton parcours, la suite, elle aurait été probablement similaire, puisque t'as un master en finance de l'EDEC. Donc déjà, félicitations, c'est pas une simple tâche. Puis t'as enchaîné avec un stage en M&A à Société Générale. Moi, je vois des expériences en M&A à Londres, notamment chez Merrill Lynch, ou encore chez General Electric Capital. Donc on est pile poil dans le cliché là, jusque là. Donc moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a attiré dans la finance quand on sait que t'as commencé ta carrière avec un stage en cosmétique chez L'Oréal. C'est une bonne question. Je pense que c'est vraiment les parcours de vie. Tu sais, il y a des moments quand t'es assez jeune, tu te fais beaucoup influencer par ton entourage. Alors ça peut être par tes potes de promo, par des profs, par ta famille évidemment. Et en fait, le sentiment que j'avais, c'est que voilà, la finance à l'époque, c'était le truc où il fallait aller. Et donc, je pense que cette expérience chez L'Oréal, c'était vraiment le truc que toutes les filles en école de commerce rêvaient de faire. J'ai eu la chance de décrocher ce stage et voilà. En plus, c'était à New York, donc c'était le double rêve. En plus. Mais ensuite, voilà, c'est vrai que j'ai postulé partout. En fin d'année, en dernière année, en fait, on commence à postuler pour des jobs et les écoles de commerce sont super efficaces pour ça parce que ils nous permettent de rencontrer les écoles qui viennent carrément sur les campus et du coup, c'est facile d'explorer un peu tout. Donc j'ai eu la chance d'avoir des offres de jobs dans des secteurs assez variés et je suis allée en finance peut-être un peu par je vais pas dire que c'était un peu présomptueux, mais c'est vrai que ça avait l'air d'être le truc de fou qu'il fallait faire à l'époque. Donc, j'y suis allée. Ça a été une école extraordinaire. C'était pas marrant parce que franchement, j'ai vécu tous les clichés que vous imaginez en banque d'affaires. Je suis sûre que tu as entendu parler de ces ambiances où tu restes une nuit totale à bosser au bureau, tu bosses 2 jours de suite, ou bien ton boss qui est dans un pays lointain qui t'appelle à 5h du mat, qui te sort de ton lit pour que tu commences à lui faire une présentation. Enfin bref, tous ces clichés, je les ai vécus. Mais si je les mets de côté, c'est vrai que ça a été une école géniale en termes d'organisation, c'était comme un diplôme en plus pour moi finalement. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui encore, j'ai l'impression de faire partie de ce club. C'est-à-dire que, tu vois, sur LinkedIn, on me propose encore des opportunités dans cet univers et tout. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est comme un diplôme. Ce qui est assez particulier, c'est que L'Oréal, c'est quand même la maison du marketing par excellence, surtout en stage, quoi. Et habituellement, tu vois, quand les gens ils commencent,
quand ils commencent par L'Oréal, ils sortent jamais du marketing, tu vois. Peut-être qu'ils font du marketing autre part, mais c'est vrai que toi, t'as fait un changement qui est assez intéressant. J'aimerais bien revenir sur un truc que t'as dit, c'était comme un double diplôme. Quand tu regardes ta carrière a posteriori, selon toi, c'était quoi les avantages de ton background financier par rapport au rôle que t'as aujourd'hui, donc en tant que marketeur? Qu'est-ce que ça t'a donné comme avantage concurrentiel par rapport aux autres? Déjà, pardon pour la trivialité, mais le mastering d'Excel et PowerPoint. C'est vraiment, tu vois, je vois, et pardon à tous mes collègues marketeurs, mais c'est vrai que les fonctionnalités de la Microsoft Suite, c'est pas la même chose. Mais bon, blague à part, et de manière plus générale, c'est surtout une structure, une efficacité, la manière de prioriser tes projets quand tu bosses sur 25 trucs en même temps. Mine de rien, en fait, la pression et le rythme de ces années finance me servent beaucoup, je pense, à absorber voilà, le stress, la pression et le fait de bosser sur plusieurs sujets en même temps. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, dans mon job actuel, la complexité, au-delà de la diversité du type d'activation marketing qu'on fait chez Jelly Snack, c'est aussi le fait de travailler en plusieurs pays, avec plusieurs langues, plusieurs maturités de business également. Et donc, en fait, d'être tout le temps sur voilà, une trentaine de projets en même temps, de devoir les prioriser. Et puis, tout est important et tout est prioritaire. Et je pense vraiment qu'en fait... c'est plus des méthodologies de travail qui me sont très bénéfiques aujourd'hui et qui me permettent, j'espère en tout cas, et surtout si mes supérieurs écoutent ce podcast, On vous embrasse. me permettent d'être voilà, peut-être efficace, en tout cas j'espère. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais le même master ou plus généralement les mêmes études? Oui, alors les études, tout à fait. Maintenant, je sais que c'est toujours compliqué. Une école de commerce ou tu vois des études business ou commerce en général ont la vertu d'être hyper généraliste et de permettre vraiment de choisir des jobs très variés. Et d'ailleurs, je le vois dans mes amis de promo, on a tous des jobs assez différents aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en sortant de l'école, voilà, on avait quelques pistes. Qui était, on a l'impression que c'était carrément conseillé, si tu veux, par l'école. Maintenant, l'effet un peu boomerang de ça, c'est que quand on est trop généraliste, c'est vachement difficile de savoir se positionner. Et je pense qu'en fait, le monde a changé, a évolué et qu'on voit de plus en plus de jobs ultra spécialistes et parfois la valeur d'un candidat sur le marché, c'est son skill set sur des niches, en fait. Donc, si c'était à refaire, oui, je le referais. Maintenant, je pense que c'est toujours bien d'être ultra spécialiste. Et du coup, c'est un peu le paradoxe dans ma réponse. Donc, pardon de te faire une réponse aussi paradoxale, mais je pense que à partir du moment où on est conscient de ça, parce que c'est vrai que si tu es médecin, spécialiste, pédiatre, et que, tu vois, enfin, je veux dire, ton évolution de carrière, bon, à part si tu fais un switch total, mais et l'amplitude, en tout cas, de tes changements potentiels est bien moindre, en fait, que dans ce genre d'études. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et peut-être, bien que je trouve ça vraiment vertueux d'avoir une formation assez généraliste, peut-être toujours garder un objectif de carrière qui évolue au fil du temps, évidemment. Et puis, je suis un bon exemple pour montrer que ça évolue. mais en tout cas, c'est bien de garder en tête une trajectoire. Je vais enchaîner du coup avec ton parcours et plus spécifiquement par rapport à ton arrivée chez Altavia. Donc en quelque sorte, ça signe ton entrée dans le monde du marketing à proprement dit. Pour ceux qui ne savent pas, Altavia, c'est le premier réseau mondial indépendant dédié aux services de marketing du retail. Merci Google. Et en gros, à ce moment-là, ça fait à peu près plus de 13 ans, je dirais plus ou moins, que tu bosses en finance et là, tu deviens project manager chez eux. Moi, il y a un truc qui me fascine vraiment, c'est dans l'écosystème, c'est que tu as toujours la sensation, quand tu regardes les offres d'emploi, qu'il faut minimum 5 ans d'expérience pour faire quoi que ce soit d'intéressant, tu vois. Tu regardes les trucs, des fois il y a des trucs, des incohérences incroyables, mais du coup toi tu débarques avec entre guillemets aucune expérience sur le sujet dans un groupe qui est fort, avec une exposition internationale, ce qui amène mes questions. Déjà, en quoi il consiste toi ton job là-bas, et c'est quoi les difficultés que tu as dans cette transition d'expertise?
Alors, merci beaucoup pour ta question. Effectivement, quand on regarde mon CV de manière linéaire, on voit ce changement qui a l'air abrupt. Mais en fait, un peu avant cette activité chez Altavia, je travaillais dans un fonds qui investissait, donc ça avait toujours une connotation très finance, mais qui investissait dans différents secteurs, et y compris dans quelques boîtes qui avaient parfois besoin un peu de soutien. Et donc, je sais pas si tu vois, dans les fonds d'investissement, parfois, les fonds deviennent un peu actifs dans le management des boîtes dans lesquelles ils ont investi. Et donc, j'ai été comme ça exposée, en fait, à quelques expériences de management, un peu de marketing, un peu de structure. Et du coup, j'avais quand même été pas mal investie de sujets marketing. J'ai été aussi tirée vers une boîte le fonds dans lequel je travaillais avait investi pour quelques missions marketing. J'avais une appétence particulière pour ça, et je pense que ça a un peu réveillé l'expérience L'Oréal de l'époque, les cours de marketing de l'école. Et finalement, c'est vrai que j'ai eu le sentiment de revenir à mes premières amours. Et c'est pour ça que je t'ai fait cette petite mention tout à l'heure, du fait que parfois dans nos premiers jobs, on est un peu influencé par un entourage, par un environnement, par l'école, par la famille. Et je pense que c'est un peu une histoire de vie, hein. Plus on grandit, pour pas dire vieillir, plus on se détache un peu de toutes ces pressions extérieures, et plus on devient nous-mêmes. Et je pense que ça n'a pas été une épiphanie, c'était pas une évidence tout de suite, ça n'a pas été un déclic, ça a été vraiment un changement progressif, mais j'ai clairement vu mon appétence pour des sujets un peu plus marketing et un peu plus, voilà, qui me semblaient un peu plus proches, en fait, du business, que d'être en retrait comme ça dans un fonds où ça restait très financier, très Excel. Donc j'avais déjà eu cette exposition. Et alors, je suis arrivée chez Altavia. Je ne suis pas la cousine du boss, parce que c'est vrai qu'on se pose des questions parfois, et surtout en France, on se dit, on est très étiqueté. C'est vrai que la France a la réputation de pas être très agile, et quand on a une étiquette dans le monde du travail, c'est assez difficile de s'en détacher. Mais il y a quand même des environnements qui sont en train de bouger, et je pense que les États-Unis ont une grande influence sur ça, et le fait de donner sa chance à n'importe qui, à n'importe quel moment, tu vas être en train d'arriver chez nous dans quelques secteurs qui sont largement américanisés, et je pense que les Américains sont les meilleurs en marketing, et que dans les sujets marketing, finalement, je trouve que la France s'est un peu ouverte, et bien que le marketing soit assez local, j'ai trouvé en tout cas que voilà, cette expérience chez Altavia a été assez bénéfique, et mon pied pour y rentrer, c'était vraiment cette expérience que j'avais eue dans différents investissements retail que le fonds avait fait. Donc, je suis arrivée chez Altavia avec une mission géniale, parce que c'était un peu cross-client. Ils ont un portefeuille de clients exceptionnel. C'est vraiment tous les plus grands retailers français. Ça va de la grande distrib à l'habillement, la parfumerie, enfin vraiment tout ce qu'on voit dans les rues commerçantes françaises. Et l'idée, c'était d'essayer de fédérer un peu tous ces commerçants qui vivaient quelques moments difficiles. Alors, c'était pré-gilet jaune, tout ça, mais malgré tout, c'était déjà difficile avant. Donc, imagine, post-gilet jaune, post-Covid, les challenges du commerce aujourd'hui, les pauvres. Mais déjà à l'époque, les questions étaient de fédérer et de trouver de nouvelles activations pour aider en fait les commerçants. Donc il y avait une notion très stratégique en fait dans cette réflexion, qui devait prendre en compte différentes typologies de retailers, des très grands, des moins grands, différents secteurs à la fois, et le but était de les aider en fait, alors chacun individuellement certes, mais aussi à travers des programmes communs. Donc par exemple des fêtes du commerce, ou essayer de trouver des activations tu vois, de quartier, etc., en donnant vraiment une connotation très humaine au commerce. Et c'était fascinant. Franchement, ça a été fascinant. J'ai adoré cette expérience. Encore une fois, voilà, les challenges qu'on a connus ces dernières années ont fait que c'était pas toujours évident en fait de mener à bien certains de ces projets. J'ai pas besoin de vous rappeler les différentes crises qu'on a rencontrées en France récemment, mais donc ça m'a vraiment permis de mettre un pied dans le marketing de manière très opérationnelle, et surtout d'avoir la chance inouïe d'être exposé aux problématiques de chaque retailer français, donc d'absorber en fait une quantité d'informations
assez intéressantes pour me faire une idée de ce qui s'y passait. Ouais, toi, tu es dans une position qui est quand même assez particulière, au sens où toi, tu as vécu les deux côtés, plus le côté début de carrière en finance et maintenant plus dans le marketing, etc. Et je sais que dans mon audience, il y a pas mal de marketeurs qui sont aussi des gens comme ça, hein, qui ont eu une première carrière dans des métiers qui n'ont rien à voir, par exemple de l'ingénierie, et qui décident de passer dans le market. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a déjà eu comme ça une première partie de carrière dans un secteur et qui souhaiterait se réorienter pour faciliter son accès à des jobs qui lui plaisent? En fait, je trouve qu'aujourd'hui, LinkedIn a pris une dimension vraiment intéressante, qu'il n'y avait pas à l'époque où moi j'ai fait ce switch, ou même au moment où je suis entrée dans le marché du travail. LinkedIn existait, mais c'était pas aussi utilisé qu'aujourd'hui. Et je trouve que c'est quand même un outil génial. Et je t'avoue, en tout cas, pour ma part, je réponds aux gens qui m'écrivent. Ah bon. Je pense que tu dois être une des rares CMO à le faire. Non, en fait, je pense que tout le monde lit. Franchement, je pense que les gens lisent. Alors, bien sûr, tu as des sollicitations commerciales qui sont d'ailleurs pas toujours pertinentes. Les gars, revoyez vos targets. Mais au-delà de ça, moi, j'adore parce que j'ai été dans cette position et donc je suis toujours intéressée quand quelqu'un a une vraie question de carrière ou des conseils. Et je trouve que c'est le meilleur angle, en fait. Donc, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur de contacter les gens qui sont dans des postes qui vous intéressent, de leur demander conseil. Et si l'entente est mutuelle, parfois ces gens-là peuvent avoir des opportunités à proposer, ou en tout cas des contacts. Et donc, moi, j'ai été vraiment dans cette configuration à plusieurs reprises, à demander des conseils et à bénéficier de l'aide ou bien de la mise en relation vers d'autres gens. Et en fait, j'ai toujours demandé comment je peux faire pour remercier ces gens en fait qui m'ont parfois tendu la main. Et j'ai une réponse exceptionnelle d'un homme exceptionnel, très senior, qui m'avait répondu, et franchement, je m'y attendais pas du tout. Et je lui ai dit, mais comment je peux faire pour vous remercier? Et il m'avait dit, le jour où vous êtes dans la même position et qu'il y a quelqu'un qui viendra vous poser une question, rendez l'appareil. Donc voilà, le message est lancé. Moi, je rends l'appareil et je réponds à tous mes messages. Et il n'y a jamais de questions. En fait, il n'y a jamais de questions débiles. Et je pense qu'en fait, c'est le meilleur angle d'entrée. Moi, j'adore quand les gens sont hyper curieux, qui posent plein de questions, et ça permet d'apprendre beaucoup sur eux. Et du coup, voilà, si ça peut avancer ou si je peux recommander, je pense que c'est vraiment précieux. Et je pense que c'est le meilleur angle parce que même si ça n'aboutit pas, on aura pris quelques conseils au passage. Donc voilà, je pense que réseauter en ce sens, dans cette envie d'apprendre et de poser des questions, je pense que c'est toujours ce qu'il y a de plus simple. Vous avez très bien entendu, du coup, LinkedIn Caroline Berdugo, c'est là où il faut envoyer du coup les messages. Je vais recevoir plein de messages suite à l'épisode, mais au moins voilà, comme ça c'est clair. Mais je pense que c'est un bon conseil. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas mal fait aussi en première année. Et bon, c'est le petit plug, hein, je suis pas du tout sponsor ou quoi, mais My Job Glasses est une plateforme qui aide pas mal à faire ça. Moi, je sais que j'étais obligé de l'utiliser parce qu'on avait une matière par rapport à ça, il nous forçait à faire des entretiens, etc. Et c'est aussi à peu près comme ça que j'ai découvert le podcast. Donc voilà, on fait des belles rencontres et de temps en temps, ça mène à des choses. Bon, dans mon cas, ça va pas fonctionner, mais je sais que de temps en temps, ça aide pas mal. On en parlait en préparation de l'épisode, quand toi, t'étais plus jeune, tu voulais être pianiste, et encore aujourd'hui, il est pas rare que tu joues des mélodies, donc sur ton temps libre. On regarde les qualités qu'il faut avoir pour être une bonne pianiste, finalement on retrouve des similitudes avec des traits de caractère pour être un bon marketeur ou même dans le secteur plus financier. Du coup, moi j'aimerais bien savoir, on peut penser que dans une autre vie, tu aurais pu en faire ton métier. Qu'est-ce qui, selon toi, a empêché de faire cette transition de passion à profession? J'espère que tu vas pas me faire regretter de répondre à cette question. Je plaisante bien sûr parce que je t'avoue, la
la première chose, et je vais être très tangible, hein, mais c'est le discours familial qui dit mais tu vas pas être pianiste, enfin, tu vas pas gagner ta vie en étant pianiste, c'est pas un vrai métier. Vous connaissez, ça arrive à tout le monde, ces petites réflexions qui te cassent bien alors que toi t'es plein d'espoir et d'espérance et que tu te vois déjà, enfin bon. Donc bon, il y a eu un peu de ça évidemment, mais la réalité, elle a été très tangible. Parce que j'étais quand même dans un milieu où il y avait quelques pianistes professionnels, etc. J'évoluais un peu dans ce milieu-là, des concours, des petits concerts et tout, à toute petite échelle bien sûr. Et en fait, je me suis aperçue, voilà, tout ça je le faisais en plus de l'école, en plus de mes études, en plus de tout ça. Et j'avais vraiment envie que ce soit un kiff. Pour moi, le piano, c'était un échappatoire, c'était un bon moment, c'était un challenge personnel parce qu'à chaque fois, je voulais jouer le truc un peu plus compliqué, un peu plus dur, un peu plus challenging, que je ne pensais pas avoir le niveau, tu vois, pour faire et tout. Mais la réalité, c'est que à un moment, je me suis aperçue que ça devenait presque une pression, quoi, que ça devenait un peu complexe et que c'était moins un plaisir qu'autre chose. Et en fait, ce qui m'a permis de lâcher un peu ce rêve assez jeune, hein, c'était de comprendre que je voulais pas lâcher le piano de ma vie. Je veux qu'il ait une part, tu vois, qu'il soit là à part entière. Mais en revanche, j'avais pas envie que ça devienne une contrainte. J'avais envie de faire le truc à mon rythme, de me poser les challenges à mon échelle, sans qu'en fait ça devienne, un truc, une obligation. Avec des devoirs obligés, etc., etc. Donc si tu veux, j'ai vraiment accepté de mettre le piano de côté en le gardant comme un moment de plaisir plutôt que d'en faire une contrainte. Ok, ça marche, pas de souci. Question plus ouverte, parce que c'est vrai que du coup, on a un public de gens dans le marketing qui nous écoutent et qui on a abordé pas mal de fois le sujet du work-life balance sur le podcast. Selon toi, pour arriver à être heureux au travail, est-ce que c'est indispensable d'avoir des passions qui soient externes ou qu'on pratique hors de ses heures de boulot, quoi? En fait, je pense que c'est un équilibre de vie. Et je trouve ça génial quand on adore son boulot. Je pense que comme dans tout job, il y a des parties que j'adore et puis des parties un peu plus obligatoires, un peu plus fastidieuses. Mais qu'aujourd'hui j'accepte volontiers. Et je pense que rares sont les jobs où on est totalement émerveillé et qu'on adore et sans qu'il y ait la moindre obligation ou tâche un peu fastidieuse. C'est-à-dire que même, je sais pas, un acteur, un chanteur, il doit bosser derrière et c'est pas juste le moment où il chante ou le moment où il joue. Il y a toujours un travail ou préparatoire ou bien dans nos cas je sais pas, ça peut être du reporting, ça peut être autre chose qu'on trouve pas toujours aussi sexy que le reste. Donc, moi, je trouve ça, génial d'avoir l'opportunité de faire un job qu'on aime, où on sent qu'on bosse avec des gens sympas, parce que c'est pour moi le plus important, d'être dans un environnement où on partage les mêmes valeurs que les gens qui nous entourent, d'avoir un environnement où le job est fun et sympa, qu'on a l'impression de grandir avec le job et avec les missions qu'on nous confie. Mais je trouve que c'est toujours sympa d'avoir quelque chose d'extérieur sans cette contrainte. C'est un peu ce que je te disais avec le piano, c'est-à-dire que, en fait, la seule pression que j'ai avec le piano, c'est la mienne. C'est vraiment mes objectifs à moi que je fixe. Il n'y a personne d'autre pour m'embêter, quoi. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces moments de déconnexion, même si, et on le voit chez certains entrepreneurs notamment, parce que ils sont workaholics, ils adorent ce qu'ils font, c'est leur passion, leur vie et leur job et leur vie. Parfois, c'est génial quand ils arrivent à garder un équilibre un peu sain. Parfois, ça l'est moins, tu vois, mais en tout cas, dans mon cas, je conseille vraiment à tout le monde d'avoir son échappatoire. Mais tu sais, c'est pas obligé d'avoir une passion ou un truc fou. Ça peut être s'éclater, regarder une série avec des amis le week-end ou aller prendre un verre, machin, mais faire autre chose, quoi. S'aérer, en fait. Ouais, je te rejoins assez. Je vais pas mettre de commentaires parce que c'était une question ouverte, donc il y a pas vraiment à creuser plus. Mais du coup, on va continuer plus sur le rôle du CMO. Pour moi, c'est un peu un grand chef d'orchestre de la stratégie marketing de l'entreprise. Et ce qui se passe, c'est que quand t'as un bon CMO, généralement le CEO il est plus reposé déjà, et les métriques de revenus sont au vert, les collaborateurs sont plus heureux.
Et toi, c'est assez particulier parce qu'en 2020, tu rejoins la startup Talkit en tant que CMO pour la première fois. Est-ce que déjà tu pourrais nous expliquer c'était quoi le concept de la startup? Et en termes marketing, ça a été quoi tes grands apprentissages de cette période? Écoute, ouais, c'était un super challenge en fait, Talkit. C'est un réseau social basé sur la voix. En fait, ça mettait en contact des gens de manière aléatoire autour d'une thématique qu'ils avaient pré-choisie. Donc, disons que tu te connectes sur la plateforme, tu as envie de parler foot. Je me connecte sur la plateforme, j'ai aussi envie de parler de foot. Et ensuite, c'était une mise en relation aléatoire des gens qui étaient en ligne. Et donc, ça leur permettait de faire connaissance comme ça. Et franchement, c'est génial. En plus, c'était avant Clubhouse, le phénomène Clubhouse. Et donc, ils ont été des précurseurs, en fait, sur la voix. Et c'est vrai que c'était génial parce que je suis arrivée dans ce projet très, très tôt. Donc, il y avait tout à faire. Et ça a été un vrai challenge pour moi parce que j'avais jamais été CMO et j'avais travaillé principalement dans des structures qui étaient déjà existantes, qui étaient déjà établies, plutôt des grosses structures. Et du coup, ça a été un double challenge, un challenge marketing, mais aussi un challenge vraiment de construire toute une infrastructure en fait autour de ce job. Et ça a été hyper enrichissant. Et ça a été aussi une superbe aventure humaine. C'est pour ça que je te dis, moi je valorise beaucoup aussi les relations avec les collègues. On passe tellement de temps au boulot qu'en fait c'est quand même génial quand on s'entend bien avec ses collègues. Et là c'était vraiment une super aventure. On a vraiment tout construit de zéro. Et j'ai eu beaucoup de liberté en fait. Alors c'était à la fois vertigineux mais à la fois un vrai challenge personnel et ça a été génial parce que là j'ai vraiment pu toucher à tout type d'activation marketing, c'est-à-dire que là de créer une marque, de créer son image, de créer le ton, ça a été vraiment tout démarré du début. C'était la première fois que je le faisais. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance en fait d'avoir la confiance du CEO founder pour le faire. Donc ça a été vraiment exceptionnel. Et puis ça a été, c'était aussi 2020, une période qui a commencé à devenir compliquée. Donc je suis passée d'un secteur très retail où là on était totalement en ligne. En plus un business de tech. Et donc ça m'a vraiment permis de voir que c'était le monde d'aujourd'hui et de demain et c'était vraiment dans le marketing l'univers dans lequel je voulais continuer d'évoluer. Un peu comme tout à l'heure quand je te disais je passais mes entretiens pour mon premier job au moment où j'allais être diplômée et la finance ça avait l'air d'être le truc cool. Bah là si tu veux j'ai le sentiment que c'est vraiment la tech quoi. Et du coup, encore une fois, c'est super subjectif, hein, mais si tu veux, j'ai eu ce sentiment en arrivant chez Talkit, et donc j'ai été assez époustouflée de cette aventure, et surtout, ça m'a permis de beaucoup grandir. Donc, ça a été une expérience géniale, et si tu veux, j'ai enchaîné avec Jelly Smack après, où là, pour le coup, j'avais pas prévu de bouger tout de suite, et l'opportunité de rejoindre voilà, une start-up, maintenant licorne, leader de la creator economy. Et voilà, j'ai pas pu résister. Et je regrette pas du tout. Justement, t'anticipes mes questions parce que je voulais te demander comment ça s'était terminé déjà avec Talkit et puis comment tu t'étais retrouvé chez Jelly Smack. Pardon, Eddie, excuse-moi. Écoute, Talkit a toujours une place spéciale dans mon cœur. Je suis toujours l'évolution. Je vois de temps en temps les membres de l'équipe. C'était complexe en fait ce changement. Vraiment, ça a été complexe. Jelly Smack, voilà, cherchait quelqu'un pour développer le marketing pour la région IMIA. Et bon, voilà, c'est une boîte qui est en hyper croissance. Ça a été très dur. Franchement, c'était une transition complexe parce que Talkit était top. Mais voilà, il y a des virages comme ça dans la vie où tu dis bon, allez, je saute sur l'opportunité. Quand tu dis transition complexe, c'était complexe au sens Talkit ça marchait plus, enfin vous arriviez plus à faire du CA, ou complexe au sens c'était difficile de partir. Non, c'est pas ça, c'est vraiment que quand t'es bien dans ton job, et que tout se passe bien, qu'en plus t'as des challenges, que tu t'entends bien avec l'équipe, voilà, là si tu veux,
c'était une opportunité que j'avais pas spécialement cherchée, Jelly. Mhm. Et en fait, c'est vrai que ça arrive en fait que tu vois, tu reçoives des petites offres, etc. Alors tu les regardes d'un œil, même quand t'es pas en train de chercher. Et là, j'avais pas de raison, je cherchais pas, j'avais pas de raison de bouger en fait. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été une décision facile parce que quand tout se passe bien dans ton job, même si tu vois une super opportunité, tu te dis bon, est-ce que je bouge? C'est un risque, je sais d'où je pars, mais je sais pas où je vais. Mhm. Ça a l'air séduisant. Mais bon, donc voilà, donc j'ai mis un peu de temps à faire cette transition. Et qu'est-ce qui a fait la Et différence? surtout, pardon. Qu'est-ce qui a fait la différence du coup? Parce que si tu étais assez à l'aise dans ton job actuel, qu'il y avait des challenges, etc., enfin, qu'est-ce qui a fait la différence du côté de Jelly Smack? En fait, Jelly Smack est une boîte qui est déjà établie Mhm. et pourtant qui est en hyper croissance. Et c'est vrai que moi, j'aime bien cette adrénaline de l'hyper-croissance. Mhm. J'aime bien vraiment sentir que chaque jour, on avance, on est un peu mieux, on est un peu plus... Le challenge continue d'augmenter, etc. Donc, j'aime bien cette adrénaline. Et c'était déjà le cas chez Talkit. Mais c'était un challenge qui était un peu moins safe, j'ai envie de Mhm. dire, que Jelly Smack, qui est beaucoup plus établi et qui l'était déjà au moment où j'ai commencé. Mhm. Donc, si tu veux, ce qui m'a plu aussi, c'était l'équipe que j'ai rencontrée au fur et à mesure du process de recrutement. Mhm. Et du coup, voilà, je te dis, ça n'a pas été une mission facile. J'ai voilà, pris un peu de temps pour quitter Talkit comme il fallait. Et je te dis, heureusement, je continue d'avoir des nouvelles régulièrement de la boîte, de la croissance de l'équipe. Déjà, félicitations à toutes les équipes RH de chez Jelly Smack, parce que vous avez quand même réussi à la convaincre. Et ça, c'est quand même assez important. Parce que, C'est sympa pour eux. ouais, parce que C'est flatteur. c'est ça le truc. Je pense que quand t'es de l'autre côté de la barrière, ton enjeu, c'est de prendre des A-players, comme on les appelle, et de les ramener chez toi. Donc, c'est un peu le truc. Bah, on arrive du coup à la partie sur Jelly Smack. Donc, t'en as parlé. Aujourd'hui, tu gères, l'IMIA, sauf les États-Unis, du coup, plus le monde. Jelly Smack, licorne, donc boîte valorisée à plus d'1 milliard, beaucoup d'employés, des milliers d'employés aujourd'hui, répartis à peu près à travers le monde. Vous avez beaucoup de stats, on va pas rentrer dans ça. Moi, il y a un truc qui m'intéresse par rapport à vous, c'est que vous avez un contexte d'hypercroissance et il y a un truc dont on a encore très peu parlé dans le podcast, c'est les conflits. Parce que forcément, qui dit hypercroissance dit des gens qui rentrent, qui connaissent pas les process, etc., etc., dit plusieurs pays, cultures. À titre personnel, comment est-ce que toi tu fais pour travailler sur ton intelligence émotionnelle? Quelle question. Écoute, c'est un vrai... Non, mais c'est une question exceptionnelle parce qu'effectivement, je coordonne le marketing pour le monde entier sauf les US. Les Mhm. US sont notre plus gros marché. Mhm. Et effectivement, le reste du monde a été lancé après les États-Unis et de manière progressive. Donc, par exemple, on a lancé en France, en Angleterre, en Allemagne et un peu plus tard dans d'autres pays d'Europe. Pareil pour l'Asie, tu vois, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, la Corée, le Japon. Enfin, donc en fait, il y a à la fois ce côté différentes cultures, différentes langues. En même temps, on doit garder cette unité, cette homogénéité du message et de la marque. Mhm. Donc déjà, c'est une complexité que beaucoup de boîtes qui sont présentes dans le monde entier connaissent. Et nous, on a aussi cette autre couche de maturité du business, c'est-à-dire qu'on est un business jeune, on se développe très vite, beaucoup plus vite que beaucoup de boîtes qui sont globales aujourd'hui. Mhm. Et du coup, il faut également prendre cela en compte, c'est-à-dire que voilà, la France est un peu plus établie que l'Italie, par exemple. Mhm. Donc, en plus de la différence de langue, de culture, le message doit être un peu différent parce qu'on doit encore éduquer voilà, le monde des créateurs de vidéos en Italie, peut-être un peu plus qu'en France, où notre brand awareness est un peu plus assise, en tout cas dans les milieux qui nous intéressent. Donc, si tu veux, il y a énormément de paramètres et de variables. Et je pense que je reviens vraiment à l'humain. Tu parles d'intelligence émotionnelle et je pense que voilà, la construction d'une équipe
marketing qui est voilà dans le monde entier, puisque je te disais notre CMO en fait elle est basée à Los Angeles et elle a vraiment cette capacité tu vois à piloter en fait le marketing global mais en se reposant sur des marketeurs situés dans tous ces pays et en essayant de prendre en compte voilà les spécificités de chacun et c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle vient du fait d'essayer de comprendre les cultures et même quand on les comprend pas parce que on peut pas parler toutes les langues, on peut pas comprendre en fait toutes les cultures, mais en tout cas on peut comprendre qu'une culture autre existe et donc laisser la place au marketeur local de faire son adaptation en lui laissant en fait la liberté si tu veux de faire un peu cet embrouille local quoi. Donc voilà en fait pour moi le challenge marketing dans les business globaux, c'est à la fois de trouver cette cohérence pour que la marque ait vraiment une assise claire, que les gens soient clairs sur ce qu'on fait, sur à quoi on ressemble et comment ça se passe, tout en sachant pour chaque pays mettre le curseur là où il faut pour laisser la place au local. Et en fait, c'est du fine-tuning permanent. En fait, il n'y a pas de recette magique. Je pense que c'est en permanence, selon les activations marketing, selon le développement du pays, selon le marketeur, selon plein de paramètres, un process à adapter. Et c'est ça qui est génial en fait dans les boîtes de tech, c'est qu'il y a cette culture hyper agile, hyper réactive, qui permet de s'adapter. Donc je pense qu'en fait, on a des process marketing qui sont assez intelligents et qui sont pas nécessairement les process qu'on voit partout. Donc c'est ça qui est un peu surprenant, challenging et intelligence émotionnelle pour moi c'est savoir comment fédérer une équipe quoi. C'est surtout ça en fait. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote sur un conflit qui a eu lieu en interne et comment est-ce que vous l'avez résolu? Je pourrais prendre vraiment un exemple sur cette idée, tu vois, de comprendre que certains pays ont besoin de plus de liberté ou de place pour la localisation que d'autres. Et puis bon, voilà, entre nous, on sait que les Américains en marketing sont exceptionnels et ils le savent. Et ils le savent. Donc forcément, tu vois, c'est toujours sympa de voir. Enfin, tu connais, hein, souvent les Américains veulent imposer leur modèle et tout. Bon, chez Jelly, on a la chance d'avoir voilà des marketeurs qui captent un peu il faut laisser la place mais je pense que c'est surtout un exemple de conflit c'est peut-être ça en fait c'est qu'en fait il fallait laisser un peu la place pour le local. Donc je te donne un exemple dans certains documents qu'on utilise pour présenter ce qu'on fait à des créateurs potentiels avec qui on aimerait travailler. On met des exemples de créateurs avec lesquels on travaille. Maintenant, peut-être que j'ai pas été super claire jusqu'à présent parce que beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas Jelly Smack. C'est vrai que on n'est pas B2C, donc notre awareness elle est pas hyper présente chez tout le monde. On est plus B2B. Alors, je m'amuse à dire qu'on est B2C quand même parce qu'on est B2 créateur. Mais l'idée c'est que Jelly Smack en fait, on a des outils de tech qui nous permettent d'accompagner les créateurs de contenu vidéo dans leur expansion sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Ce que ça veut dire, c'est que si tu es un gros YouTuber, on va t'aider à prendre tes vidéos, à les repackager de manière intelligente avec des outils d'intelligence artificielle pour les adapter au code de chaque plateforme. Donc, par exemple, sur YouTube, c'est un format horizontal. Sur Facebook, c'est vertical. Sur TikTok, c'est très, très court. Sur Insta, ça va être un autre format. Et donc, que ce soit les formats, les messages, etc., il y a un tas de paramètres que nos outils, en fait, permettent de prendre en compte. Et donc, en fait, ça permet aux créateurs de contenu vidéo, sans faire le moindre travail supplémentaire, de pouvoir monétiser de manière optimale toutes les vidéos qu'il va faire. Donc, au lieu de les poster sur une seule plateforme, nous, en fait, on va opérer les chaînes pour lui et les poster sur toutes les autres plateformes pour en fait, faire accroître ses revenus. Donc, en fait, nos clients sont avant tout des créateurs de contenu vidéo. Et du coup, c'est auprès d'eux
qu'on communique et qu'on essaye de se faire connaître. Et donc, je reviens sur mon exemple. Pour les convaincre de nous rejoindre, on a des vidéos, des présentations, etc. Et il y en a quelques-unes qui ont été créées par des équipes américaines qui mettent en exergue des créateurs super américains. Ah. Alors, c'est vrai qu'on travaille avec des créateurs connus dans le monde entier. MrBeast, PewDiePie, c'est les plus gros créateurs individuels sur YouTube, par exemple. Et beaucoup sont très connus dans le monde entier. Maintenant, il y en a d'autres qui sont connus qu'aux États-Unis. Et tu vois, de temps en temps, on leur dit, mais tu sais, ce créateur, nous, on ne connaît pas, on préfère mettre notre français, Florian Honner, on préfère mettre même Koé, on préfère mettre, tu vois. Et du coup, voilà, on a de temps en temps des petits conflits en disant, mais non, notre créateur américain, il est plus connu. Et si tu veux, ce qui est bien, c'est que parce qu'il y a cette intelligence de faire confiance à l'équipe et de comprendre qu'il faut donner cette place à la localisation, très vite, en fait, c'est des faux conflits, tu vois. On arrive à localiser, on arrive à optimiser. Et si tu veux, notre but, c'est vraiment de s'assurer que les équipes de vente, en fait, tous les partnership managers qui sont en contact avec les créateurs potentiels aient les meilleurs outils possibles. Donc, il y a cette notion de confiance à avoir avec les équipes. Et voilà. Donc, c'est des petits conflits qui sont arrivés au début, mais franchement... c'est dépassé, quoi. Ça marche. On va passer sans plus tarder au mini-jeu avant de rentrer dans votre marketing. Jelly Smack a développé des médias, notamment un qui s'appelle Oh My Goal, et je parle de lui aussi parce qu'on est en plein dans la Ligue des Champions, ce genre de truc. Et je me suis dit qu'il serait bon de faire un truc autour du foot. Donc là, les règles vont être très simples. Je vais te donner des noms des personnes de ton équipe marketing, donc en France. Voilà, je me suis dit on va pas aller très très loin. Et toi, tu vas devoir me dire dans quelles entreprises il ou elle a bossé avant d'être chez Jelly. J'ai appelé ça le mercato. À chaque fois, tu auras 2 propositions avec le nom de la personne, son titre chez Jelly, et puis 2 propositions de boîte. Caroline, est-ce que tu es prête ? Pas du tout. Pas du tout. Je plaisante, vas-y. Au début, tu m'inquiétais avec les questions foot. Après, je me suis inquiétée parce que j'ai compris que c'était pas foot, mais que c'était l'équipe. Mais vas-y, on y va. Ok. Mathilde Barre est actuellement Performance Marketing Manager chez Jelly. Est-ce qu'elle a bossé chez Malte ou chez Doctolib avant ? Mathilde, elle a bossé chez... Je sais pas. Chez Doctolib, je pense pas qu'elle ait bossé chez Doctolib. Dire Malte, c'est une bonne réponse. Ria Tiagui, donc qui est content stratégiste chez vous. Est-ce qu'il a bossé chez SoftBank Robotics ou chez BNP Paribas ? SoftBank Robotics ? C'est une bonne réponse, 2 sur 2 jusque-là. Thomas Tremblay, qui est account manager, est-ce qu'il a bossé chez Puma ou chez Unilever ? Écoute, je dirais Unilever. C'est une bonne réponse, 3 sur 3. Jusque-là, tu t'en sors bien. Vanessa Nguyen, qui est Beauty Content Strategist chez Jelly Smack, est-ce qu'elle a bossé chez TSC ou chez L'Oréal ? TSC, je sais que c'est pas L'Oréal. Ok. J'aurais retenu. T'as retenu laquelle, du coup ? TSC. C'est une bonne réponse aussi. Billy Civisey, qui est Paid Social Ads Manager, a-t-il bossé chez Publicis ou chez Ads Up Consulting ? Chez Ads Up Consulting. C'est une bonne réponse. Voilà, tu t'en es bien sorti quand même. 5 sur 5, tu connais bien ton équipe. Alors, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de chance aussi, j'avoue. Il y a eu beaucoup de chance. Bon, en tout cas, on embrasse du coup Mathilde, Ria, Thomas, Vanessa et Billy, qui peut-être écouteront ce podcast. Sans plus tarder, on va passer à la partie par rapport au marketing de Jelly Smack. Vous êtes une boîte assez intéressante parce que vous avez une variété d'offres qui a tombé par terre, on peut se le dire. Donc c'était difficile pour moi de choisir un sujet sur lequel me centrer, mais dans le peu de temps qui nous reste, j'ai choisi de partir sur un truc dont le grand public, et je sais, entend assez parler, c'est les médias. En fait, vous êtes derrière le Beauty Studio, Oh My God, Gamology, enfin plein de médias que le plus grand public connaît très bien. Et l'ensemble de ces médias sont disponibles dans plusieurs langues, il y a plusieurs millions d'abonnés, ce genre de choses. Et c'est vrai que dans nos communautés, enfin dans mon audience plutôt, il y a beaucoup de gens justement qui essayent de créer des audiences, etc. Moi, ma question pour toi, c'est comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour dupliquer comme ça le succès
d'un média à un autre média alors que c'est dans des niches qui sont complètement différentes? Écoute, c'est une super question et d'ailleurs, c'est comme ça que la boîte a commencé. C'est-à-dire que Jelly Smack a commencé parce que nos 3 founders ont lancé en fait des chaînes hyper spécialistes, celles que tu as citées notamment. Et en fait, au fur et à mesure d'itérations et de tests, ils ont développé donc, des outils de tech propres basés sur l'intelligence artificielle qui permettent d'optimiser la création de contenu, la fréquence de posts et en fait un tas d'outils ensuite pour booster ces contenus également. Donc c'est vraiment en plusieurs étapes que notre tech opère. Et en fait, c'est parce qu'ils ont réussi à développer la tech adéquate pour nos chaînes propres qu'en fait un jour ils se sont dit non mais attendez, c'est dommage, on peut permettre aussi à des créateurs de contenu vidéo en dehors de Jelly Smack de bénéficier de cette technologie. Et c'est comme ça qu'en fait on s'est diversifié et qu'on a créé ce qui s'appelle le Creator Programme dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'aider les créateurs de contenu talentueux qui existent déjà à développer en fait leurs vidéos et leurs contenus existants sur toutes ces plateformes. Donc si tu me demandes en fait indirectement la recette de la sauce secrète, je ne peux pas te la donner. Mais ce que je peux te dire, et le conseil que je peux donner à ceux qui veulent se lancer, c'est qu'en fait, nous, on bosse avec des créateurs qui ont déjà percé, qui sont déjà grands. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en général, il faut se concentrer sur un réseau social, sur un format et essayer de le masteriser. Et si tu veux, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire sa petite veille à la mano en allant regarder les plus grands créateurs de la plateforme et du thème qu'on décide dans lequel on décide de se lancer et vraiment de se concentrer sur ce qu'ils font, essayer de dupliquer un peu. Alors, l'idée, c'est pas non plus de dupliquer totalement, parce que sinon, on se différencie pas et on grossit pas. Et puis ensuite, dès que vous êtes un peu gros, venez taper à la porte de Jelly Smack, parce que nous, on vous aidera à devenir plus gros. Mais si tu veux, c'est vrai que c'est complexe aujourd'hui, parce que les chaînes que tu as mentionnées tout à l'heure, en fait, on les a créées à partir de 2016. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, dans ces 6 ans. Le marché a considérablement grandi. La concurrence est de plus en plus importante pour les créateurs, toutes verticales confondues. Et du coup, c'est vrai que créer du contenu, et le contenu est devenu une commodité hyper précieuse. Donc je pense que essayer de se concentrer sur une plateforme, sur un type de contenu, de poster de manière assez récurrente et de manière assez intense, j'ai envie de dire, permet vraiment de gagner une exposition max. Maintenant, encore une fois, c'est vrai qu'aujourd'hui, Jelly Smack, on a toutes ces chaînes et puis on travaille avec les plus grands créateurs et donc on collecte en fait une data sur ce qui marche et ce qui marche pas en fonction de l'évolution des algorithmes de chaque plateforme, qui fait que on grandit et c'est difficile aujourd'hui de rentrer vraiment dans ce marché et de développer des techs ou bien basés sur la data qu'on récolte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on récolte est tel, on a des milliards de vues chaque mois si on prend nos chaînes et les créateurs avec lesquels on travaille et qu'on les agrège. Du coup, c'est un marché qui devient de plus en plus dur à l'entrée, effectivement. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ça, parce que c'est sûr, vous pouvez pas donner la recette. Par contre, il y a un truc que vous pouvez donner, c'est l'erreur que vous voyez le plus souvent en interne chez les créateurs de contenu qui essayent de développer leur communauté. Parce que ça, c'est sûr que des erreurs, ils devront faire aussi. Tout à fait. En fait, je pense que... Alors, encore une fois, c'est vrai que nous, on travaille avec des créateurs qui sont déjà assez établis. Peut-être qu'un jour on commencera à travailler avec de plus petits créateurs qu'on aidera à grossir et c'est pas du tout exclu. En tout cas, moi ça me plairait beaucoup qu'un jour ce soit un axe que Jelly Smack emprunte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vraiment quand les créateurs commencent à travailler avec Jelly Smack, ils sont pris en charge par des success managers qui les aident à toujours optimiser leur contenu vidéo en fonction des résultats qu'on observe avec les vidéos qu'on a optimisées. Donc, si tu veux, l'idée, c'est souvent, en fait, la régularité
dans la fréquence de poste. Je pense que poster souvent un contenu assez cohérent avec le message de la chaîne aide beaucoup. Et je pense que une des erreurs, c'est que si on ne maintient pas son audience en postant de manière régulière, c'est assez triste, mais on redescend très vite, quoi. Et donc ça s'entretient une audience. Et donc cette régularité, cette fréquence, je pense que c'est un des éléments clés en fait qu'il faut vraiment pas lâcher. Ça marche. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de notre entretien, on arrive dans la section recommandations. Est-ce que tu auras un livre à recommander à notre audience? Ouais, alors j'ai vraiment un livre qui m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, je trouve que notre entretien aujourd'hui se prête bien à cette fin, parce que c'est un livre qui s'appelle L'apprentissage du bonheur, qui a été écrit par Tal Ben-Shahar. C'était un prof de psychologie positive à Harvard. Ok, cool. Et en fait, son histoire perso est assez géniale parce que lui, il rêvait sa famille rêvait qu'il soit ingénieur diplômé d'Harvard. Et il a bossé toute sa vie de lycéen pour ça. Il est rentré à Harvard. Il pensait que ça allait être le Graal et que du coup, il allait accéder au bonheur vu que c'était son rêve depuis 10 ans. Et en fait, il s'est levé en disant, mais je suis pas heureux, quoi. Il est où le bonheur? Et je vais pas chanter, hein, mais bon. Et en fait, et du coup, il s'est tellement posé la question de ce bonheur qu'en fait, il a carrément changé la direction de ses études en allant étudier la psychologie, toujours à Harvard, donc la classe quand même. Et il est devenu prof spécialisé dans le bonheur. Au début, il avait genre 3-4 élèves. Et puis très vite, ça a été un des cours les plus demandés par les étudiants d'Harvard. Donc la presse s'en est emparée, etc. Il a écrit un livre. Enfin, ça a fait un peu boule de neige. Et tu vois, je trouve que voilà, il a été peut-être influencé par son entourage et à vouloir aller dans une direction de carrière qui finalement lui appartenait pas. Et puis voilà, il est allé finalement là où était sa mission. Il a trouvé son chemin. Et ce livre, en fait, retrace un peu son histoire, mais surtout donne plein de petits trucs pour qu'en fait, au quotidien, on soit orienté vers le bonheur, vers la progression, le fait de grandir. Et vraiment, ça a été un livre déterminant pour moi d'un point de vue perso et pro également. Donc vraiment, je vous le conseille. Ça marche. Bah, c'est ce qui est assez drôle avec ce que tu dis, c'est que il a quand même trouvé son chemin qui l'a mené 3 fois à Harvard, quoi. Du coup, en ingénierie, en psychologie et pour donner des cours. C'est bien quand même, c'est vrai comme chemin. Du coup, pour la dernière question de cet entretien, Caroline, quelle est ta question pour moi? Écoute, Eddy, voilà, moi je rêve de savoir déjà les ambitions que tu as pour ce podcast dans la durée. Et par ailleurs, parce que je sais que voilà, t'es en train de finir tes études, je voulais savoir quel était ton dream job pour la suite. Écoute, ça, déjà les ambitions du podcast, ça c'est un truc que tous les invités veulent tous savoir, ça, tu vois. Donc, du coup, je vais le redire parce que c'est vrai que ça change un petit peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, le podcast pour moi c'est globalement un side project parce que je suis alternant, vous le savez, je suis aussi étudiant à l'UM Normandie en master. Donc j'ai peu de temps à consacrer au podcast, j'essaie de le faire vivre. Ça fait la 4e saison qu'on a commencé depuis un peu plus d'1 an, bientôt 1 an et demi. Mais ça reste pour l'instant un projet sur le côté parce que moi ça me permet de rencontrer des gens, chose que j'apprécie particulièrement, de commencer à construire un peu mon réseau, chose qui est plutôt appréciable, et aussi de me positionner comme étant potentiellement quelqu'un qui connaît un minimum de choses en marketing, ce qui est plutôt cool aussi. L'autre partie, c'est ce que je disais dans le dernier épisode, je pense avec Charlotte qui m'avait aussi posé la question, c'est que moi je suis à la base un entrepreneur. En 3e année là d'école, j'ai créé une boîte qui s'appelait Engenio, qui était une agence de marketing d'influence où on a signé des influenceurs, fait des collabs avec des marques, etc. Et c'est un truc que j'ai arrêté, mais c'est vrai que des fois ça manque d'avoir un petit projet qu'on fait soi-même. Et c'est vrai que ce qui est cool avec le podcast, c'est que ça permet d'avoir ce côté entrepreneurial où voilà, faut construire une marque, faut aller chercher des invités, faut démarcher des gens, faut avoir un produit qui est le podcast en lui-même, etc., etc. Sans le côté pression de il y a du chiffre d'affaires, plein de choses, etc. à faire. Il y a un truc que j'ai fait, c'est en fin d'année dernière, c'est que je me suis posé, je me suis vraiment demandé, en fait,
qu'est-ce que je veux faire de ce projet-là. Et je me suis entouré d'une personne que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Aude Melin, qui bosse avec moi aujourd'hui et qui m'a aidé sur la partie plateforme de marque, sur la nouvelle marque qui est aujourd'hui Brand Media. Et l'objectif de Brand Media, c'est en fait de créer un genre de groupe avec potentiellement pas que des podcasts dedans, mais pour commencer des podcasts, où il y aurait d'autres thématiques. Il y en a un nouveau qui va sortir l'année prochaine normalement. Continuer d'avoir des conférences. Chaque année, je fais une conférence qui s'appelle le Brand Builders Talk, où tu seras très gentiment invité si ça se fait cette année, où les guests sont des personnes qui ont fait des podcasts avec moi. Donc pour faire un truc où voilà, on parle de marketing, on rencontre l'audience en physique, etc., etc. Et voilà, le but en tout cas, ce serait d'avoir dans un premier temps un conglomérat avec des médias dedans. J'essaie de pas vraiment me mettre de pression par rapport à tout ça parce que je sais très bien que on peut pas être partout. J'essaie de valider, j'ai validé, c'est ce qui est très cool de toujours être optimal au travail pour mes collaborateurs qui m'écoutent et de faire les choses dans l'ordre. Mais c'est vrai que j'aime bien développer des projets qui ont du sens et je trouve que ça a un sens tout particulier de faire tout ça parce que j'apprends voilà des carrières des gens, des erreurs des gens, etc., etc. Et ça permet de développer un projet entrepreneurial à côté. L'autre question que tu avais, est-ce que tu pourrais me la rappeler? Ton dream job. Ah, mon dream job. Ah bah c'est assez particulier parce que le dream job, il a un peu évolué avec le temps. Quand j'étais petit, je voulais être architecte. C'est bien que ça évolue, c'est ça en fait qui est génial. Ouais, mais ta trajectoire, faut qu'elle évolue tout le temps, c'est top. Quand j'étais plus petit au collège, je voulais être architecte. Puis je me suis rendu compte que l'architecture c'était pas ce qui me convenait. Au lycée je voulais être ingénieur. J'ai fait une terminale S, spé mathématiques. Et après je me suis rendu compte en terminale que en fait il y avait des gens qui étaient vraiment très très forts en maths et en physique et moi que j'étais pas aussi fort qu'eux. Enfin, j'avais un bon niveau mais j'allais pas être un très bon ingénieur. Du coup je me suis rabattu sur le business. C'était une très bonne décision accessoirement, je ne regrette pas du tout. Et je me suis toujours dit la chose suivante. Moi, dans une vie idéale, je serai entrepreneur parce que je sais que j'aime bien faire des choses, mais je pars du principe qu'un diplôme, c'est quand même censé apporter une certaine forme de sécurité. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de rentrer à l'EM Normandie parce que, voilà, quand on connaît personne et qu'on n'a pas de base sur des choses, avoir une formation avec un cursus généraliste et potentiellement des alumni qui sont présents quelque part dans la nature, ça permet d'avoir une base. Et du coup, par extension, je me suis dit, si demain tu peux pas être entrepreneur, faut bien que tu fasses quelque chose pour être salarié. Parce que c'est ça, il y a que deux trucs. Enfin, on peut être freelance entre les deux, mais globalement, c'est une variante d'entrepreneur, quoi. Donc, j'ai toujours tout optimisé dans mon humble carrière pour être un CMO. Parce que je me suis toujours dit, si je peux pas être entrepreneur, être CMO, c'est le truc le plus logique que je puisse faire, parce que j'aime bien le marketing, donc j'ai fait tous les stages qu'il fallait, les assos qu'il fallait, les projets qu'il fallait, etc., etc. Et j'ai une grande dette envers Google, particulièrement parce que j'ai tout appris sur YouTube. J'ai appris à utiliser les logiciels comme Photoshop, Premiere Pro, ce genre de trucs, etc. À 12-13 ans sur YouTube, en baladant, j'ai appris énormément à l'époque sur Skype, avec des gens que je connaissais pas, qui m'ont appris plein de trucs, etc. Et je trouve que la tech c'est fantastique pour ça parce que ça permet de donner des opportunités à des gens qui en ont pas naturellement. Donc je me suis toujours dit qu'un jour j'arriverais à aller aux États-Unis et à faire du marketing dans une boîte de la tech. C'est pour ça que j'ai fait un échange à l'EM Normandie à Los Angeles pendant 6 mois pour déjà voir ce que c'était que de vivre aux États-Unis pour de vrai. Donc voilà, on en est encore loin, hein, très humblement. Là, franchement, déjà je vois juste aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir parler à des gens chez Google, chez Zoom, tout ça, et je vois le niveau de difficulté que c'est juste pour arriver à avoir un job chez Google en France. Alors aux États-Unis, je pense que ça doit être encore un autre niveau, sachant que c'est brutal. Hein, les Français qui arrivent aux États-Unis, il y en a 1 sur 5 qui arrive à rester au siège, parce qu'en règle générale, ils sont tellement mauvais qu'ils retournent en France. Donc c'est encore très loin, c'est encore très très loin dans mon esprit, mais je le garde en tête. Je me dis que si un jour j'arrive à bien faire les choses, ce serait quand même un kiff de pouvoir me balader dans un campus de grosses boîtes tech américaines et me dire que je fais du marketing là-bas et que j'étais pas ingénieur parce que voilà, je suis pas en école d'ingé, donc voilà. J'espère que ça répond plutôt bien à ta question. Ça fait plus d'1 heure là qu'on enregistre.
Voilà, c'était un chouette épisode. J'espère que vous avez appris, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours, énormément de choses. En tout cas, moi, c'était un plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, YouTube, ce genre de choses. Le podcast est aussi dispo gratuitement sur YouTube, voilà, accessoirement. N'hésitez pas à nous mettre un commentaire pour nous faire monter dans les classements. Nous sommes classés depuis la première saison dans la section marketing. Et puis sur ces belles paroles, moi je vous retrouve pas à lundi parce que j'ai pas d'épisode juste après, mais à lundi de la semaine d'après parce que celui-là par contre j'ai un épisode pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Bye bye.